Je suis très heureux de vous accueillir ce matin ici à la présidence de la République pour avoir une petite séance d'échange avec vous. Je voudrais, à l'entame de votre mandat, vous présenter mes très vives félicitations pour les responsabilités qui vous sont confiées les uns et les autres et former le vœu que vous vous acquittiez avec beaucoup de bonheur de cette mission que les populations que vous représentez vous ont assignée. Nous avons mis en œuvre notre projet de décentralisation depuis 2004 et cela s'est passé dans des conditions qui n'ont pas toujours été très favorables à l'émergence et à l'épanouissement du projet vraiment de décentralisation. La preuve, c'est que malheureusement, nous avons observé un temps très long avant d'avoir pu renouveler les conseils à tous les niveaux. La dernière élection, avant celle qui vous apportez vous, aux responsabilités qui sont les vôtres aujourd'hui, la dernière élection remontée, vous vous souvenez, à 2011. Nous aurons passé 10 ans avant d'avoir pu renouveler les conseils. Le premier engagement que je prends devant vous, c'est que nous ne observerons plus de tels retards. Nous avons désormais une commission électorale nationale indépendante pérenne, permanente, comme vous le savez, et elle va s'acquitter de ses tâches selon une programmation qu'elle va faire elle-même. C'est ainsi qu'elle sera en capacité, de façon systématique, de réviser le fichier électoral conformément à ses missions et prérogatives, et elle organisera toutes les élections conformément aux échéances légales à cet égard. Et je n'ai aucun doute que la prochaine élection des conseils aura lieu juste avant l'élection des députés et l'élection du président de la République. Donc je voudrais commencer par cet engagement et qui est le minimum de notre engagement en faveur de la démocratie et de sa promotion. Je sais que dans la mesure où c'est quelque chose de relativement nouveau, la gestion des municipalités, des collectivités territoriales de façon générale est quelque chose qui ne va pas sans problème. Nous y avons été confrontés, nous au niveau central de l'État et vous, opposition qui étaient les vôtres. Aujourd'hui encore, certaines des difficultés pourraient subsister, mais je pense que nous avons acquis beaucoup d'expérience pour que les choses soient plus faciles et que nous les abordions avec plus de chances de succès. L'une des difficultés que moi j'ai pu percevoir lorsque j'étais ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et qu'à ce titre j'ai commandé des inspections des collectivités dont j'avais l'habitude de prendre connaissance amplement des rapports, l'une des difficultés que j'avais remarquées, c'était le fait que le personnel que nous avons pour animer les collectivités territoriales au plus haut niveau de responsabilité pouvait souffrir de certaines lacunes dans la façon dont il pourrait aborder son sujet, dont il peut aborder sa mission. Bien des erreurs qui ont pu être commises
et qui ont pu porter préjudice au bon fonctionnement des collectivités territoriales résultaient non pas d'une mauvaise volonté du personnel qui anime les collectivités, mais d'une méconnaissance des règles tout simplement. Et c'est pourquoi la première des choses que je vous conseillerais aujourd'hui et que je conseillerais au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, c'est de créer les conditions de renforcement des capacités du personnel qui anime les collectivités territoriales, de façon à faire en sorte qu'ils maîtrisent les règles de fonctionnement des collectivités territoriales et qu'ils s'évitent des erreurs et qui ont été très préjudiciables au fonctionnement des collectivités et qui ont porté préjudice parfois aux personnes. Bien des personnes ont eu des déboires qui ne résultaient vraiment pas de leur volonté délibérée de ne pas bien faire les choses et de ne pas respecter et bien respecter la loi, mais résultaient de la méconnaissance des règles et d'une incapacité tout à fait fâcheuse de ne pas faire les choses convenablement juste parce qu'ils les ignoraient d'une certaine façon. Donc vraiment, je voudrais que, et ça c'est un conseil que j'avais prodigué à ceux qui vous ont précédé et ce que j'ai prodigué aussi aux autorités administratives qui assurent votre tutelle, une des choses que je vous recommanderais, c'est de bien prendre connaissance du Code général de collectivité territoriale. C'est ça votre Coran, c'est ça votre Bible, et c'est là où vous avez tout ce que vous devez savoir, toutes les prescriptions à partir desquelles vous seriez en mesure de vous acquitter convenablement de votre tâche. Et Monsieur le ministre de l'Intérieur, ce qui est souhaitable, c'est que nous donnions davantage d'occasions aux animateurs de collectivités territoriales de se familiariser avec ce texte, de bien en comprendre vraiment le contenu et de faire en sorte qu'ils soient à l'aise dans la façon dont ils peuvent conduire leur mission. Il faut que vous fassiez particulièrement attention aussi dans le recrutement de vos collaborateurs. Nous avons une législation à travers ce texte et tous les textes subséquents. Nous avons vraiment une législation et une réglementation qui sont complètes. Et si vous vous y référez de façon pertinente, il n'y a aucun risque que vous commettiez certaines erreurs. Il faut donc faire attention dans le choix de vos collaborateurs. Et en particulier, l'un de vos principaux collaborateurs, vous le savez bien, c'est le receveur municipal. Le receveur municipal doit être un homme qui maîtrise la technique de la gestion des finances conformément aux règles de comptabilité. Et lorsque vous prenez quelqu'un qui est totalement en parfaite maîtrise de ces règles et imbu du devoir de les appliquer, vous devez vous soumettre au conseil avisé qu'il est en mesure de vous donner. Et ça va vous éviter la plupart des erreurs qui ont été à la base des déboires de ceux qui vous ont précédé jusqu'à présent. Le ministère des Finances est censé mettre à la disposition des collectivités territoriales des personnels pour justement cette fonction de receveur municipal capable de s'acquitter convenablement de cette mission. Nous n'insisterons jamais assez pour qu'il en soit ainsi. Et dans la plupart des cas, je sais qu'à ce jour encore, malheureusement, les receveurs municipaux ne sont pas forcément des personnes qui ont toutes les compétences pour vous éviter des erreurs. Les maires, ils ont des profils divers qui sont très souvent loin d'être des profils techniques adaptés à une parfaite maîtrise des connaissances des règles de gestion administrative, a fortiori de gestion des règles, de maîtrise des règles de gestion financière. Et si, comme collaborateur, en tant que receveur municipal, ils n'ont pas un personnel qui est techniquement compétent, on a là toutes les chances que des erreurs soient commises
et des dérapages qui sont malheureusement de nature parfois à leur imputer des responsabilités au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Donc vraiment, j'insiste pour que vous soyez sûr que vous avez un bon receveur municipal. Et si vous avez des doutes sur sa compétence, adressez-vous au ministère de tutelle pour que quelque chose soit fait en vue d'y remédier et le plus urgemment possible. Aujourd'hui, nous avons un statut autonome du personnel de collectivité territoriale. Des règles très précises, par conséquent, sont édictées à travers cette loi quant à l'utilisation de ces personnels. Vous devez vous y référer aussi pour, par conséquent, recruter ce personnel. Il faut savoir que ce n'est pas un personnel qui doit subir les aléas des changements qui peuvent intervenir à la tête des conseils, que ce soit municipaux ou régionaux, mais en particulier municipaux, vraiment, où le personnel est plus nombreux. Mais c'est un personnel qui mène une carrière. Et c'est ça leur vie. Ils n'ont pas d'autres possibilités. Les maires peuvent changer, mais ce personnel, lui, doit suivre la ligne définie par le texte de la loi portant statut autonome du personnel de collectivité territoriale pour mener à bien sa carrière. Donc je souhaiterais là également que vous vous référiez à ce texte-là pour que vous ayez un personnel permanent qui mène une carrière bien définie, bien encadrée, et que vous ne souffriez d'aucune forme d'aléa de tomber sur un personnel qui n'aurait pas les compétences nécessaires. Alors, l'une des causes aussi des déboires que j'ai pu noter chez les maires qui vous ont précédés, c'est aussi leur propension à ne pas se mettre en conformité avec les exigences de la loi relativement au lotissement des terrains. La règle, elle est très claire. La règle, c'est que vous pouvez faire un projet de lotissement dans votre commune, mais vous soumettez cela au ministère de l'urbanisme et de l'habitat qui apprécie le bien fondé de votre proposition et qui l'accepte lorsqu'elle lui paraît conforme à ce qu'il y a lieu de faire, ou ne l'accepte pas. Mais lorsqu'il l'accepte, le ministre prend un arrêté et vous vous conformez à l'arrêté du ministre. Ce qui est très souvent arrivé au début, c'est que les maires de leur propre chef décident d'un lotissement, ils en définissent un peu les règles et ils l'appliquent sans qu'ils aient fait la démarche qui consiste à s'adresser au ministère de tutelle, en l'occurrence, qui est le ministère technique approprié, qui est en l'occurrence le ministère de l'urbanisme et du logement. Donc je voudrais vous dire de faire extrêmement attention à cela, parce que ça, c'est une violation du code et une violation d'autres lois encore qui sont de nature à vous porter énormément préjudice. Ne vous laissez jamais aller à des tentations, ça ne sert à rien. De toute façon, tout ce que vous pourriez faire va être su par la suite, parce que vous êtes malheureusement, comme tous les citoyens du Niger, c'est ça l'idéal en tout cas, pour qui des responsabilités sont confiées. Vous êtes donc l'objet de contrôle, d'inspection, et à cette occasion, on peut voir les choses qui se passent de façon non réglementaire. Et ça, c'est une des causes vraiment des fautes qui sont source des déboires des maires. L'une des causes pour lesquelles les maires sont révoqués et poursuivis en justice et malheureusement parfois, sinon souvent emprisonnés, c'est le problème de lotissement. Et je m'adresse en particulier aux maires qui relèvent des collectivités qui sont proches des grandes villes, notamment de la ville de Niamey.
Vous avez beaucoup de lotisseurs qui sont des gens, je peux vous le dire, très forts, en tout cas qui jusqu'à présent ont fait preuve de force et qui sont capables de vous entraîner sur des terrains qui pour vous seront glissants. Pour le moment, eux, ils ont pu échapper. J'espère que ça ne va pas continuer comme ça. Je profite pour leur adresser ce message, eux également. Et vous, ne vous laissez pas entraîner. Hein. Les maires de Karma, le maire de Hamdallah, le maire de Liboré, le maire de Ndunga, merci beaucoup, Monsieur le Président, et ainsi de suite. Faites très attention. Il faut éviter les erreurs commises par vos prédécesseurs. Il y a autre chose aussi qui a été à la base de déboires des maires, c'est le fait que à partir de 2011, le gouvernement leur ait confié la gestion des vivres, que ce soit les vivres destinés à la distribution gratuite ou que ce soit les vivres destinés à la vente à prix modéré. Hein. Ça a valu la prison à bien de vos anciens collègues, malheureusement, et ça va aussi être le facteur par lequel nombre d'entre eux vont être poursuivis, parce que je sais que des passations de services ont été faites sur lesquelles vous avez porté beaucoup de réserves et, à mon avis, à juste titre. Ce sont des choses qui vont être poursuivies. Et là également, j'ai pris une décision de confier ça, malheureusement, au préfet. On va un peu, j'espère pas de Caraïbes dans Chila, en tout cas c'était ça l'option au départ, on y a renoncé parce qu'elle avait des inconvénients. On est parti du postulat que les maires étant plus proches seront plus en mesure de bien gérer ça. Nous avons constaté que ce n'est pas forcément vrai. Les maires sont sur place. Maintenant nous partons d'un postulat nouveau, que le maire étant sur place, ils ont tendance à être complaisants et donner à crédit ces vivres-là, alors que ces vivres sont recherchés. C'est-à-dire que le jour où elles viennent, les gens sont dans des états de besoin tels qu'ils sont capables de sortir de l'argent cash pour les acheter. Mais le maire, nous pensons du moins, j'espère que nous n'avons pas tort, les maires sont parfois tentés par quelques préoccupations électorales et ont tendance à faire des crédits à des personnes qui par la suite s'avèrent être non solvables. Et malheureusement, ces crédits, ça devient un peu des crédits qu'on ne recouvre pas, et c'est le maire qui est responsable de cette situation. Nous faisons le raisonnement selon lequel le préfet n'étant pas tout à fait sur place, en relation de grande proximité avec les gens, n'a pas beaucoup de soucis à leur faire plaisir et à leur donner à crédit des choses qu'ils ne peuvent pas rendre par la suite. En tout cas, le jour où je rencontrerai les préfets, je vais leur rappeler eux aussi leurs responsabilités. On va tenter cette expérience en espérant que ce sera quelque chose qui va réussir et que le postulat de son parti va être confirmé par cette expérience-là. Mais c'est quelque chose où, en tout cas, c'est en âme et conscience que je pensais qu'il faut en épargner les maires. Ça a emporté beaucoup d'entre vous et ce n'est pas fini. Il y a d'autres encore qui le seront parce que j'ai leur élevé des dettes qui ne sont pas recouvrées du fait des crédits plutôt complaisants qui ont été accordés à des personnes dans les différentes collectivités. Voilà, nous sommes dans un processus de transfert de compétences et de responsabilités sur lesquelles les choses sont loin d'être tout à fait claires, mais avec l'expérience, cela va se clarifier très certainement. Nous comptons sur votre bonne compréhension ici aussi et sur une relation harmonieuse entre les différents ministères et les collectivités
territoriale. Voilà. Pour le reste, sachez que vous êtes des autorités représentants de l'État et à ce titre, que vous soyez de l'opposition ou que vous soyez des partis de la majorité, pour nous, vous avez le même statut, vous avez les mêmes droits et n'ayez aucun complexe. Je voudrais m'adresser aux camarades des partis de l'opposition. Ne pensez pas que vous êtes des maires qui ont un statut inférieur ou qui ont un statut différent des autres maires. Pour nous, la démocratie, c'est cela. Nous allons respecter tous les maires de la même façon et nous les traiterons tous de la même façon. Et nous souhaitons que tous les maires soient décomplexés. L'État, c'est leur maison. L'État, c'est leur maison. Ils n'ont pas moins de droits que d'autres maires. Tous les maires ont les mêmes droits et le préfet, le gouverneur sont vos supérieurs, mais en même temps, dans le cadre d'une relation définie par des règles bien déterminées également. Et c'est le respect de ces règles-là qui fait l'harmonie de l'entreprise de construction de notre démocratie. Donc je voudrais vraiment vous dire que nous comptons sur vous aussi pour que notre expérience démocratique soit réussie, parce que nous aurons fait en sorte que nous aurons travaillé de façon harmonieuse, parce que c'est ça notre engagement. Nous ne sommes pas un peuple qui prend des engagements qu'il ne peut pas assumer. Nous avons de pleine souveraineté, décidé que nous ferons la démocratie, que nous ferons la décentralisation. Et ça, ce sont autant de règles que nous avons décidé de respecter et nous le ferons, je vous assure, sans aucune forme de complexe. Et mon vœu à moi serait que nous ayons les meilleures relations dans le cadre de la gestion de la décentralisation, qui fasse en sorte que nous soyons cités comme un modèle et que plus cela marche pour nous, en vérité, vous devez le savoir, plus nous serons pris au sérieux par nos partenaires. Je profite, voyant madame d'une des ambassades ici, qui interviennent beaucoup dans le processus de la décentralisation devant moi, j'en profite pour les remercier tous nos partenaires extérieurs, sans le soutien desquels aujourd'hui notre expérience aurait été toute différente. Pour être honnête, les ressources que nos partenaires mettent dans la décentralisation, dans le fonctionnement, mais surtout dans les investissements en relation avec les autorités décentralisées, les ressources donc, qui sont mises à la disposition des collectivités territoriales par nos partenaires sont des ressources importantes et nous sommes infiniment reconnaissants à l'ensemble de ces partenaires qui sont si engagés à notre côté et dont l'intervention donne une substance et une consistance tout à fait singulière à cette entreprise de décentralisation. Donc je voudrais que vous soyez à la hauteur de leurs attentes. Ces partenaires ont préféré investir dans le cadre de la décentralisation en partant du postulat qui consiste à penser que les animateurs de collectivités territoriales sont plus proches de la population et sont plus aptes à comprendre la volonté de la population et surtout à y obéir, c'est-à-dire à y faire droit. Donc je souhaite très vivement que vous soyez à la hauteur de ce que donc pensent nos partenaires quant au bienfait de la décentralisation. Si vous n'êtes pas à la hauteur de cette tâche, de cette responsabilité, c'est clair que cette expérience n'a pas la valeur qui en était attendue et cette expérience pourrait malheureusement réfréner les ardeurs de ceux qui partent du postulat que travailler avec vous
c'est d'une certaine façon a plus d'avantages que de travailler avec des institutions étatiques directes. Voilà donc un peu ce que je voulais vous dire en guise d'introduction à cette rencontre. Je serai tout à fait prêt, dans la mesure du temps dont nous disposons, à répondre aux éventuelles questions que vous me poseriez, sachant que la journée d'aujourd'hui est une journée d'information. Je viens de vous dire les choses que vous avez à savoir et à bien maîtriser, et je ne vous prendrai pas plus de temps qu'il n'en faudrait pour que justement je vous donne la possibilité d'aller suivre les exposés qui vous seront faits et les débats qui peuvent avoir cours à cette occasion. Merci beaucoup.